Merci beaucoup, les mordus. On se reparle aussitôt que Salut. demain. Et entre-temps, Merci. on écoute le premier ministre François Legault. Plexiglas, donc entre nous trois. Donc, même si on n'est pas tout à fait à 2 mètres, il y a quand même ce plexiglas qui empêche ou empêcherait éventuellement une contamination. Je veux commencer en vous disant, bon, les nouveaux chiffres aujourd'hui sont inquiétants. La situation reste critique. On l'avait un peu prévu. L'augmentation des cas est en train de se traduire par des augmentations d'hospitalisation et de décès. Donc, on a aujourd'hui une augmentation de 35 dans les hospitalisations, puis une augmentation de 7 dans les décès. Je suis conscient que les annonces qu'on a faites hier soir ont été reçues par beaucoup de Québécois un peu comme un coup de masse. Je comprends que, entre autres, des entrepreneurs, des propriétaires, des responsables de restaurants, de bars, de théâtres avaient travaillé très fort cet été pour une relance de leurs activités, puis là, se voient reculer en arrière. Donc, je comprends très bien leur frustration. J'entends aussi beaucoup de personnes essayer de trouver des problèmes de cohérence. Évidemment, rien n'est parfait, puis on va continuer de s'ajuster, mais j'entends entre autres des gens dire pourquoi vous fermez les théâtres, mais pas les commerces. Bon, c'est pas parce que j'aime pas le théâtre, là, j'y vais au moins une fois par mois. C'est parce que dans les commerces, bon, le critère qui est beaucoup utilisé, c'est le contact prolongé. Prolongé étant défini comme étant 10 minutes et plus. Donc, c'est sûr que dans un commerce, il y a moins de chances qu'on soit en contact plus que 10 minutes avec une autre personne. Par contre, dans une salle de théâtre, si on est 250, même si on a eu des masques jusqu'à temps qu'on s'assoit, il y a quand même un risque après 1 heure ou 2. Même chose dans les restaurants, même chose dans les bars. Et actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une importante transmission communautaire. Donc, il ne faut pas attendre là, qu'on ait plein de cas dans ces endroits-là. Il y a une importante transmission communautaire. Ça veut dire, techniquement, qu'une personne qui est en contact dans un restaurant, dans un bar, dans une salle de spectacle, pendant plus que 10 minutes avec des particules de d'autres personnes peut être contaminé à la COVID. Donc, c'est important, évidemment, de choisir les mesures. Il n'y a rien qui dit qu'on ne va pas ajouter des mesures, mais on doit prendre des mesures importantes rapidement. Aujourd'hui, je veux lancer un message spécial aux jeunes. Bon, vous l'avez vu, presque la moitié des nouveaux cas viennent des jeunes de moins de 30 ans. On comprend très bien que les risques sont moins importants chez les plus jeunes, qu'il y a des conséquences graves, quoi que ça arrive de temps à autre. Mais il y a une conséquence pour la deuxième transmission. Si les jeunes transmettent le virus à leurs parents, à leurs grands-parents, ou que leurs parents transmettent aux grands-parents, bien là, ça met des vies en danger. Et c'est comme ça un petit peu partout dans le monde. Là, hein? Vous le voyez, là, il y a une deuxième vague pas mal partout dans le monde. Donc, on revient avec des mesures un peu partout dans le monde qui étaient là au printemps. Donc, on n'est pas les seuls à essayer de rechercher cet équilibre-là. Mais par contre, ce qu'on constate à beaucoup d'endroits dans le monde, c'est que les étapes, c'est 1, les jeunes sont contaminés, 2, contaminent des personnes vulnérables, puis 3, il y a ensuite des hospitalisations, des décès. Donc, c'est ça qu'on veut prévenir. C'est pour ça que je m'adresse aux jeunes. Et puis, je sais que c'est pas le fun là, de mettre des contraintes dans votre vie sociale. J'ai été jeune moi-même, puis je me souviens quand on était jeune, ce qu'on voulait, c'était être avec notre gang, avoir du plaisir. Donc, je comprends très bien
que c'est pas drôle ce qu'on demande aux jeunes. Mais ce qui est important de vous dire à tout le monde, les jeunes, c'est qu'une bonne partie de la solution est entre vos mains, puis qu'il y a des vies qui sont en danger. Puis je comprends que tous les jeunes ne sont pas à la télévision ou en train d'écouter actuellement, mais je vous demande, s'il vous plaît, ceux qui écoutent, parlez à vos amis, aux autres jeunes. Essayez de les convaincre qu'on doit protéger les autres, puis entre autres, protéger les personnes qui sont vulnérables. Puis on l'a fait, les jeunes l'ont fait au printemps. C'est pas pour rien qu'on a pu avoir un bel été, c'est parce qu'au printemps, il y a des efforts qui ont été faits par les jeunes pour réduire les contacts. Là, on se retrouve dans une situation où il y a une deuxième vague, donc une vague qui est importante, une transmission communautaire qui est importante, et ça se peut que ça revienne à quelques occasions tant qu'on n'aura pas un virus, tant qu'on n'aura pas, pardon, un vaccin. Tant qu'on n'aura pas un vaccin, il y a des possibilités qu'il y ait 2 vagues, 3 vagues, 4 vagues. Puis la seule chose qu'on peut faire, c'est de dire, ben, on ouvre un peu, puis là, ben, si le nombre de cas augmente trop rapidement, on referme un peu. Mais pour ça, on a besoin de la collaboration de tout le monde. Le gouvernement ne peut pas prendre des décisions qui vont avoir un effet complet pour réduire la transmission seul. On a besoin de la collaboration, pas entre autres de la collaboration des jeunes. Donc, on est capable de casser cette deuxième vague ensemble. Donc, je compte sur votre appui. Merci. Good afternoon, everyone. The situation is still critical. Today, we're seeing an increase in hospitalization and death. It's very worrying. I know that yesterday's announcement was difficult for many people. In the coming days, we'll announce financial measures to help businesses that have to close temporarily. Il y a des entreprises qui devront fermer temporairement. Nous n'allons pas vous laisser tomber. Aujourd'hui, j'ai un message pour les jeunes Québécois. J'aimerais vous dire que vous faites partie de la solution. Le virus est peut-être moins risqué pour vous, mais cela peut avoir des conséquences pour le reste de votre vie et vous pouvez aussi le transmettre à vos parents ou vos grands-parents. Vous pouvez mettre leur vie en danger. Si nous voulons limiter le nombre de décès, la solution est entre vos mains. S'il vous plaît, suivez les règles sanitaires et essayez de convaincre vos amis d'emboîter le pas. Au printemps dernier, vous nous avez aidés à vivre un été vraiment positif. Et là, vous avez un nouveau défi, 28 jours avec un minimum de contacts. Je sais que vous pouvez le faire, je compte sur vous. Juste avant de passer aux questions, je me rends compte que j'ai passé un petit paragraphe sur l'aide aux entreprises. Je veux vous dire que dans les prochains jours, là, on a déjà un modèle, on est en train de le valider pour 28 jours. Donc, au cours des prochains jours, on va annoncer de l'aide là, pour les bars, les restaurants, les théâtres, toutes les places là, qu'on ferme pour un mois. Donc, je veux vous dire, là, c'est une question d'heures, maximum de quelques jours. Merci. Merci. Nous amorçons la période des questions avec Marc-André Gagnon, le Journal de Québec. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour à vous trois. Je vais rebondir sur cette précision que vous venez d'apporter concernant l'aide. Il n'est pas un peu étonnant que lors de l'annonce d'hier, vous n'ayez pas été en mesure d'apporter ne serait-ce qu'un indice aux tenanciers de bar, aux restaurateurs qui s'inquiètent aujourd'hui avec raison, parce que la deuxième vague, cette fois-ci, vous avez eu le temps là, de vous préparer à ça. D'abord, on ne savait pas pour combien de jours, quelle aussi entreprise, organisation on fermerait. Donc, c'était important de regarder la situation, évoluer. On a aussi un cadre qu'on est en train de raffiner. Puis, comme je vous dis, c'est une question de jours avant que les annonces soient faites de façon complète et détaillée. Aujourd'hui.
Hier, vous avez dit, on a peut-être un petit peu trop rouvert, puis là, il faut refermer un peu. Vous venez de dire qu'un peu partout dans le monde, on assiste aussi à des deuxièmes vagues, mais il y a aussi des endroits où, alors qu'on recommençait à avoir pas mal moins de cas que ce qu'on a aujourd'hui, il y a des mesures importantes qui ont été prises. Donc, est-ce que vous avez aujourd'hui des regrets? C'est-à-dire de ne pas avoir mis en place, dès cet été, par exemple, des mesures pour servir contre les récalcitrants? Non. Quand on regarde la situation dans la plupart des pays, actuellement, il y a une deuxième vague, puis il y a un retour à certaines mesures. Et puis ça va être un équilibre comme ça qui va rester fragile jusqu'à temps qu'on ait un vaccin. Il va falloir, à un moment donné, ouvrir, regarder si on est capable de retrouver un peu de vie normale. Puis s'il y en a trop ou s'il y a moins de collaboration de la part de la population, bien, il va falloir revenir en arrière. Mais c'est un équilibre qui est fragile, puis c'est comme ça dans la plupart des pays. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, Monsieur le Premier Bonjour. ministre, Monsieur le ministre de la Santé, Dr Arruda. La directrice régionale de la santé publique de Montréal, Mme Drouin, a dit ce matin qu'elle n'avait pas donné d'avis pour la fermeture des bars et des restaurants. Vous avez pris cette décision-là pour les régions, en fait, qui sont rouges, donc Chaudière-Appalaches, Québec et Montréal. Est-ce que vous avez eu, de la part de M. Arruda, une directive de fermer les bars et les restaurants? Bien, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a continuellement des discussions. C'est pas noir ou blanc. On a continuellement des discussions. Ce que je comprends, c'est que le Dr Arruda est d'accord avec les mesures qui ont été annoncées hier. Donc, pour ce qui est de Mme Drouin, je vais laisser peut-être le Dr Arruda vous en parler. Bien, Dr Drouin, écoutez, je lui ai parlé justement parce que j'ai vu des tweets qui sont sortis. Elle a dit que c'était une décision du gouvernement, puis c'est clair que nous, en santé publique, on fait des recommandations et les autorités vont disposer de la recommandation. Elle n'a jamais dit qu'elle n'était pas d'accord, elle était solidaire de la décision. Vous comprendrez que tout le long, il y a des itérations, on pèse le pour et le contre à l'intérieur de ça. Moi, j'écoute les directeurs de santé publique, on a des rencontres statutaires à tous les soirs. Après ça, mon équipe travaille la recommandation qu'on fait, on discute, on fait des itérations, puis on en arrive à une décision finale avec laquelle on est solidaire. Juste pour vous dire, là, dans nos propos, on allait fermer les bars aussi quelque part. Puis vous comprendrez ici là, que l'approche, compte tenu du sérieux de la situation, et on le sait qu'on demande des sacrifices à des gens, on demande des sacrifices à des gens qui, eux autres mêmes, n'ont pas généré de problématiques. Il y a des restaurants, il y a des bars où ça s'est bien passé. Il y a des familles complètes qui ont fait le travail adéquatement. Mais actuellement, là, on est obligé de donner un gros coup de barre pour que les gens se ressaisissent et comprennent. Moi, je pense que c'est dans cette perspective-là que le gouvernement l'a fait. Et moi, je tiens à vous dire aussi quelque chose, c'est que s'il y a une décision que le gouvernement avec laquelle je suis absolument inconfortable et que je pense qu'il porte préjudice comme tel, je ne serai pas ici au point de presse pour l'annoncer en compagnie du gouvernement. Et ici, il n'y a pas de réponse simple. Vous n'allez pas fermer quelque part. Les gens vont dire que vous auriez dû fermer ce secteur-là. Je vais vous dire, c'est un équilibre excessivement fragile, mais j'espère que les gens vont comprendre le message de base qui est, et puis on ne veut pas non plus pénaliser des gens à la maison puis leur permettre de faire des choses au restaurant ou ailleurs. Là. C'est pas facile. Là. Je peux vous dire honnêtement, il n'y a pas de vérité que j'aimerais ça que quelqu'un me dise c'est quoi la vérité parfaite. Là. Mais ce qui est très important, puis je pense avec lequel les directeurs de santé publique sont très en accord, c'est qu'il faut donner un très gros coup de barre actuellement. Et les rassemblements, et puis la partie, si vous me permettez, convaincre qu'on l'a fait. Là, on est rendu dans mettre des restrictions intenses, contraindre, puis voir la réponse. Vous avez également, M. Legault, hier annoncé que les rassemblements dans les résidences privées étaient limités à la seule cellule familiale dans les zones rouges. Donc, on ne peut plus inviter de gens à la maison. Quels sont les pouvoirs que vous donnez ou que vous allez donner aux policiers pour qu'ils puissent faire respecter cette directive-là? Parce que, comme on en a parlé abondamment au cours des 2 dernières semaines, les policiers n'ont pas le pouvoir d'entrer dans les résidences privées sans mandat. Alors, est-ce que vous allez leur donner cette possibilité-là? Est-ce qu'ils vont avoir des pouvoirs élargis pour appliquer les mesures que vous avez annoncées?
Bon, d'abord, je vous annonce que demain, je vais tenir un point de presse sur toute la question de l'application des mesures par les policiers. Donc, que ce soit les barrages routiers, que ce soit la surveillance dans les maisons, que ce soit les actions qu'ils vont poser lors de manifestations s'il y a des gens qui n'ont pas leur masque, etc., etc. Donc, il y aura demain un point de presse qui résumera tout ça, là, tout ce qui concerne l'application des règles par les policiers. Tommy Chouinard, La Presse. M. Legault, est-ce que vous allez permettre aux policiers d'entrer dans les résidences sans mandat? Non. Donc, on comprend, juste pour la précision, mais on comprend que les constats portatifs, ça, ce sera possible. Enfin, vous allez avoir effectivement plus d'informations demain, mais c'est effectivement quelque chose qu'on va parler, les constats portatifs. Est-ce que, Dr Arruda, avec l'annonce qui a été faite hier, il n'y a pas eu de précision sur le nombre d'éclosions dans différents secteurs pour justifier les annonces de fermeture qui ont été faites? Parce qu'on comprend le concept du contact prolongé, mais par exemple, pourquoi on ne considère pas que dans un gym, dans un spa, il n'y a pas de contact prolongé entre les individus? Donc, là, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que vous avez glissé un mot sur les éclosions, mais est-ce qu'il y a un portrait exact du nombre d'éclosions par secteur pouvant montrer que ce qui a été annoncé découle de ces éclosions-là? Ce qui a été annoncé découle de différentes informations, mais effectivement, on compile de façon, je vous dirais, semi-qualitative, là, les éclosions qui nous sont rapportées. Et on serait peut-être... le vrai, juste que je vérifie, là, parce que vous comprendrez que c'est de la déclaration des directions qui est faite le soir à 6 heures. L'éclosion peut être diagnostiquée. C'est un portrait qui est moins précis que le nombre de cas, etc. Mais oui, on a une idée, puis on pourra regarder ça, puis éventuellement vous faire une certaine présentation de ces données-là là, pour que vous les ayez, ou même à la limite, être capable de compiler ça puis mettre ça sur le site web, les éclosions par secteur. OK, bon, Montréal le fait, je crois, mais c'est pas la première fois qu'on promet des chiffres, puis des fois, ça tarde un peu, mais bon, je vais retenir ce que vous dites. Oui, je sais que vous allez le retenir, et puis donc, je vais m'organiser pour que ça ait lieu. OK. Avec ce que je vais vous dire aussi, toutes les nuances, ou si quelqu'un me dit, est-ce que toutes les éclosions sont apparues, sont là, est-ce qu'on a pu les associer tous à un milieu, il va y avoir ces limites-là. Là. Je veux juste que vous soyez bien au clair par rapport à ça, mais je m'engage. Monsieur le Premier ministre, vous avez lancé un appel aux jeunes, puis la plupart des moins de 30 ans ont ça dans les mains, un téléphone. À quand l'application de traçage? Est-ce que vous allez donner le feu vert à l'utilisation de l'application du fédéral? C'est oui. Il y avait 2 conditions. C'est qu'il fallait avoir un certain accord de l'opposition. J'en ai parlé hier. Ces discussions-là vont avoir lieu dans les prochains jours parce que vous vous souvenez de la commission parlementaire, quand on était ressorti de là, c'était pas tout à fait clair qui était pour, qui était contre au niveau d'avoir l'acceptation publique pour le faire. Alors, je pense que ça, pour nous, c'était important. Puis on s'était dit, tant qu'on n'a pas ça, on va se préparer. Alors là, on est dans les derniers jours pour avoir une préparation technique pour être capable de se connecter avec le fédéral, mais la réponse simple, c'est que oui, on va avoir l'application. Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé tout à l'heure de devoir de cohérence. Et vous savez que le message actuellement est difficile à passer. Ce que les gens disent dans la rue actuellement, c'est que X, ce soir, va pouvoir aller jouer au hockey dans sa ligue de garage, mais qu'Y ne pourra pas aller au théâtre. Est-ce que vous croyez que le message est cohérent? Bien, ce qu'on essaie de dire, puis c'est un peu la précision que j'apportais tantôt, c'est tout le concept de contact prolongé. Contact prolongé. Donc, être en contact très près d'une autre personne pendant plus que 10 minutes ou être dans la même salle pendant 1h30 avec d'autres personnes. Donc, est-ce que c'est parfait? Est-ce qu'on devra faire d'autres fermetures? Il ne faut pas exclure rien à ce moment-ci, mais on essaye de s'en tenir à fermer tous les lieux publics où il y a des contacts prolongés. Là, il semble, c'est ce que vous dites, je ne suis pas en mesure de vous contredire, qu'on est dans une tempête parfaite à venir.
comment expliquer, parce que là, on ne peut pas se rabattre sur la semaine de relâche, que c'est le Québec encore qui est en tête de liste au niveau des cas? Bien, d'abord, soyons prudents avant de dire on met de côté la semaine de relâche puis la première vague. Parce que il reste qu'on n'est pas dans une nouvelle vague qui est partie de zéro. Pendant tout l'été, il y a eu des cas et puis il y a eu une situation qui était un peu plus difficile ici, par exemple, qu'en Ontario. Maintenant, quelles sont les explications exactes? Bien, je vous donne un exemple. Le Massachusetts. Massachusetts et Boston ont à peu près, toute proportion gardée, 2 fois plus de cas, de décès que nous autres. Pourtant, c'est un État qui est très riche, qui a peut-être les meilleurs hôpitaux au monde. Donc, il y a toutes sortes de considérations, mais on ne peut pas nier que le congé scolaire, au début, qui a amené beaucoup de personnes de l'extérieur avec le virus, bien, c'est encore le même virus qui est présent. Donc, vous dites que c'est la semaine de relâche qui est encore Non, responsable? je dis que c'est une des considérations, mais on regarde aussi le nord-est de l'Amérique du Nord, à l'exception de Toronto. Donc, si on regarde les grandes villes, là, New York, Boston, Chicago, Détroit, bien, ils ont tous eu le même problème que nous autres, là. Donc, est-ce que le nord-est des États-Unis a été plus touché? Est-ce que les Québécois ressemblent plus aux gens de ces grandes villes américaines-là? C'est tout ça qu'il faut regarder, là, mais je ne me considère pas comme le spécialiste pour être capable de répondre de façon détaillée à votre question. Mylène Crête, Le Devoir. Sur l'application de traçage, j'aimerais savoir, est-ce qu'il s'agit de l'application fédérale ou d'une application québécoise, comme ce dont il avait déjà été question? Oui. Alors, ce qu'on a fait pendant le temps des dernières semaines, c'est qu'on a regardé, parce qu'on aurait eu quand même l'opportunité de le faire avec une firme québécoise, ça aurait été probablement notre préférence, parce qu'on ne peut pas avoir deux discours si on veut avoir de l'achat québécois, puis il y a une expertise. Mais lorsqu'on a pris tous les facteurs en considération, notamment le temps de développement qu'une firme québécoise aurait dû prendre pour être prêt, je pense qu'on a pris la bonne décision d'aller avec l'application qui est déjà prête avec le fédéral. Avez-vous des craintes concernant le dépistage? Parce que c'est ce qui avait été soulevé en commission parlementaire, que ça pourrait mener à davantage de gens qui voudraient se faire dépister alors qu'ils n'auraient peut-être pas besoin de le faire. Bon, j'aimerais ça peut-être lorsqu'on sera prêt à faire l'annonce, Mme Crête, je pense qu'on reviendra avec un petit peu plus de détails, mais il y a une chose, parce que j'en ai parlé, nous autres, qui nous a beaucoup influencé lorsqu'on est allé en Ontario il y a une dizaine de jours. J'en ai parlé beaucoup avec la ministre de la Santé, et il y a encore un besoin d'avoir une acceptation de la population de deux choses, de le faire, mais aussi ceux qui ont le cas, ceux qui ont été contagiés, d'accepter de le mettre sur le téléphone. Parce qu'on peut avoir 2 millions de personnes qui regardent l'application, mais s'il n'y a pas de personnes qui ont accepté de dire parce que j'ai eu le COVID, je vais rentrer mon nom dedans, ou mon nom ou mon code plutôt, bien ça donne rien parce qu'il y a 2 millions de personnes qui regardent rien. Alors là, c'est ça qu'on a discuté avec eux, comment on va pouvoir faire. Et c'est pour ça qu'on est en train d'avoir un plan de communication qui va dire, bon, maintenant qu'elle est disponible, puis c'est une question de jours dont je vous parle, mais il va falloir avoir une communication avec la population, puis dire à tout le monde, ben écoutez, aidez-nous à mettre votre nom ou que le code soit là pour que si on puisse faire une reconnaissance. Alors, on pourra vous en reparler plus en détail, mais on a vraiment besoin. C'est pas uniquement l'application qui est importante, c'est l'acceptation publique de mettre son nom là. Peut-être, je voudrais ajouter une chose, parce que quand on a commencé à regarder cette application-là, on s'est dit, Montréal, c'est la meilleure place au monde pour l'intelligence artificielle. Donc, ce serait normal que ça vienne d'ici. Mais je me suis rendu compte, plus je regardais l'application, plus je me suis rendu compte que c'est une application qui est relativement simple, dans le fond. C'est quand on a la COVID, on s'inscrit comme ayant COVID sur son téléphone, puis toutes les personnes qui ont été proches de nous autres dans les 2 dernières semaines reçoivent une indication qu'ils ont été proches de quelqu'un qui a la COVID dans les 2 dernières semaines. Donc, c'est relativement simple.
Moi, j'ai l'impression que dans les prochains mois, les prochaines années, il va y avoir des applications qui vont beaucoup plus utiliser l'intelligence artificielle. Puis, je suis content de voir qu'il y a des entreprises au Québec qui continuent à travailler sur des applications qui utilisent beaucoup plus l'intelligence artificielle que cette simple application qui existe, qui est disponible, qui est payée par le gouvernement fédéral. Donc, pour ça qu'on a décidé d'aller de ce côté-là. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, M. Legault. Vous parliez des jeunes, le taux de contagion qui est en hausse. Vous avez répété à maintes reprises, vous ne voulez pas fermer les écoles. Donc, entre les deux, est-ce qu'il y a des nouvelles mesures qui vont être appliquées dans les écoles, le masque en classe, de la présence en alternance ou quelque chose de... Non. On n'a pas eu de recommandation de la part de la santé publique d'avoir un masque à temps plein. Monsieur Dubé, vous avez répété aussi à plusieurs reprises que notre système de santé est mis à mal. Pouvez-vous détailler ou nous exposer un peu plus en termes de capacité ou de personnel? De quoi on parle exactement en ce moment, là? En fait, il y a plusieurs endroits où on est plus fragile. Puis, je l'ai dit plusieurs fois, lorsqu'on doit, par exemple, déplacer du personnel infirmier, des infirmières ou des infirmières auxiliaires pour faire plus de tests, mais si on avait un nombre plus important d'infirmières, on n'aurait pas besoin d'arrêter certaines activités pour aller faire du dépistage. Alors, ça, c'est un exemple pour vous dire qu'on n'a pas beaucoup de surplus. Alors, quand on arrive avec des éclosions très, très nombreuses, comme on a eu dans la région de Québec, bien, c'est exactement ce qui est arrivé. Alors, c'est pas tellement qu'on n'a pas les lits, puis je veux faire la différence parce que, rappelez-vous, dans la première vague, on a dit qu'on était capable de libérer 6 000 lits. Là, on en a libéré seulement 2 000, parce que je pense pour l'ensemble du Québec. Mais il faut avoir les infirmiers, il faut avoir le personnel infirmier. C'est pas juste de libérer une chambre, mais il faut être capable d'avoir le personnel infirmier. Et quand je vois déjà, comme là, je vous parle de Québec, mais je vous parle de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, où ils ont dû prendre la décision dans les derniers jours de bloquer 100 chambres pour être capable de prévoir, parce que c'est ça qui est notre gros enjeu, c'est de prévoir. Mais en ce moment, c'est très difficile pour eux de continuer à soigner le même nombre de patients et de se préparer pour une deuxième vague COVID. Alors, quand je vous dis que, puis je pense qu'on le dit aux Québécois depuis plusieurs semaines, regardez le nombre de cas, c'est une chose, mais quand je vois aujourd'hui 45 cas supplémentaires d'hospitalisation, ça me fait peur. Ça me fait peur, c'est dans une journée, là. Alors, mais ça fait combien de jours que ça se prépare? Ça fait combien de jours que ces personnes-là ont pris contact avec le COVID? La contagion de 5-6 jours. Là, j'espère qu'on ne va pas voir du 40, puis 50, puis 70 jours, 70 nouveaux cas d'hospitalisation dans les prochains jours. Et c'est pour ça que je vous dis que le système il est fragile. Parce que là, il faut s'assurer qu'on va avoir le personnel qui va être dans les chambres. Alors, et c'est pour ça qu'on doit porter, je le répète, porter un grand coup aujourd'hui pour arrêter cette tendance-là d'augmentation des cas. Mais ça va prendre quand même au moins les 2 premières semaines à vider ce qui vient d'arriver dans les 2 dernières semaines. Malheureusement, là, quand on l'a annoncé, puis on l'a dit, arrêter de faire les contacts, il aurait fallu arrêter là, encore plus, mais c'est déjà trop tard. Est-ce qu'on peut commencer aujourd'hui puis s'assurer que dans 2 semaines, on va arrêter d'avoir l'augmentation puis on n'aura pas cet impact-là sur notre système de santé? Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais être certain de bien comprendre la réponse que vous avez donnée il y a quelques instants concernant les écoles, parce que si le critère, c'est des lieux où il y a un contact soutenu et où il y a des éclosions, on a vu les listes d'écoles touchées, vous avez tout de même décidé donc de ne pas imposer des restrictions additionnelles quant aux activités parascolaires ou au port du masque. Je cherche à bien comprendre là, si le critère, c'est les contacts soutenus. Bien, il y a aussi la question du risque calculé. Donc, on parle de jeunes qui sont moins à risque. Deuxièmement, on parle d'une activité qui est absolument nécessaire. Les jeunes doivent apprendre, les jeunes doivent socialiser, donc les jeunes doivent être à l'école. Donc, on tient compte aussi de la nécessité de garder une activité.
J'aimerais vous entendre sur un autre sujet maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de cette patiente à l'hôpital de Joliette qui est décédée, qui est originaire de la communauté de Manawan. Je ne sais pas si vous avez entendu les insultes qui ont été proférées à son endroit. Est-ce que le gouvernement doit déclencher une enquête? Est-ce que l'hôpital doit le faire? Et est-ce que c'est normal qu'en 2020, au Québec, on assiste à ce genre de situation dans un centre hospitalier? Okay. Bon. D'abord, j'offre mes condoléances à toute la famille. Deuxièmement, je vous dis que c'est totalement inacceptable. Troisièmement, je vous dis qu'il va y avoir une enquête du CIS et une enquête du coroner. Puis quatrièmement, je vous annonce que l'infirmière en question a été congédiée. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous trois. Monsieur Arruda, vous êtes ouvert à quelques reprises dans les dernières semaines sur le processus décisionnel qui amène à faire des avis au gouvernement. Vous en arrivez, donc vous l'avez dit tout à l'heure, à une synthèse avec vos collègues, puis vous transmettez un avis. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'obtenir la publication de ces avis-là que vous transmettez au premier ministre? Bon, je voudrais vous dire peut-être... pour clarifier une chose, les avis, c'est pas nécessairement, compte tenu des décisions qui doivent être prises très rapidement, là, on n'est pas dans un contexte d'édition d'avis avec revue de littérature, etc. On a des tableaux qu'on fait avec des différentes hypothèses. On a des textes écrits dans un courriel en termes de principes directeurs. Moi, je peux vous dire, moi, j'ai rien à cacher en termes d'éléments. Ce que je veux juste que vous compreniez, là, c'est le contexte dans lequel quand on transmet des documents comme qui sortent d'une fin de semaine de travail, on a travaillé tout le week-end à regarder les différentes hypothèses, on émet un tableau qui sont des recommandations à discuter. C'est transmis aux autorités pour discussion. On revalide, on rediscute, on fait certains ajustements. Il y a plusieurs types de documents de cette nature-là, mais je pense que le gouvernement n'a pas de problème. On n'a rien à cacher à la population par rapport à ça en toute transparence. Je veux juste que les gens comprennent le contexte, parce que vous savez, je vous l'ai dit, il y a eu une fuite d'un document qu'on a fait avec les alertes, puis les gens ils me disent, mais vous n'avez pas fait ce qui était marqué dans le rouge à telle face dans un document de travail. On l'a toujours dit que c'était un instrument. Fait que ça, je trouve ça bien important. Si les gens le voient comme un avis où on a réfléchi pendant 8 jours ou même une semaine, puis qu'on a écrit une lettre avec correspondance sur papier lettre signée au PM, c'est pas ça là, qui se passe. On n'a pas le temps de faire ça comme tel. Mais moi, j'ai aucun problème à l'envoyer. Mais cette mise en contexte, ça, pour moi, est très importante parce que ce sont des documents de travail, si vous me permettez, là, qui sont envoyés en itération, puis après ça, on réajuste selon la décision gouvernementale comme telle. Monsieur le Premier ministre, maintenant, pour faire écho à ce que vos collègues ont dit, donc M. Arruda a parlé donc de la façon dont, justement, les décisions étaient prises et puis sur le fait que, bon, vous avez commencé par essayer de convaincre. Ensuite, bon, il faut falloir contraindre. Tout à l'heure, M. Dubé, vous avez dit que, bon, peut-être qu'il y a 2 semaines, on n'a pas assez été raide. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, dans les 2 dernières semaines, vous faites le résultat, vous faites la conclusion que c'est un échec, cette politique de communication-là n'a pas fonctionné, donc c'est pour ça qu'il faut être plus raide aujourd'hui? Non, je pense qu'il y a un ajustement qui est continuel, puis c'est comme ça à peu près partout dans le monde. Donc, il y a un équilibre selon les résultats. C'est pour ça qu'on suit les résultats de très près dans chacune des régions du Québec. Puis pour revenir aux avis du Dr Arruda, c'est pas une science exacte, là. Donc, on doit se comprendre, ça se passe très rapidement. En fin de semaine, on a discuté, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut en faire plus, on peut en faire moins. Mais je vous dirais de façon générale, là, c'est jamais arrivé qu'on refuse une recommandation du Dr Arruda. C'est déjà arrivé qu'on en fasse plus ou plus rapidement, mais c'est jamais arrivé là, qu'on refuse une recommandation ferme. Des fois, il y a des propositions qui sont mises sur la table, soit par nous, soit par le Dr Arruda, puis dire, bon, est-ce que ça aiderait si on faisait... Puis là, on réfléchit tout le monde ensemble. C'est sûr qu'en bout de ligne, c'est le gouvernement qui décide. Mais jusqu'à présent, là, depuis 7 mois, il n'y a pas une recommandation ferme du Dr Arruda qui a été refusée. François Carabin, Métro. Bonjour, messieurs. Je commencerai en vous abordant... en fait, je commencerai... Dr Arruda, vous avez parlé des éclosions tantôt avec mon collègue de la presse. Bon, on n'a pas tous les chiffres, mais il y a des chiffres qui sont sortis dans les derniers jours, notamment la directrice régionale de santé publique de Montréal en a donné quelques-uns ce matin. C'est la même chose pour Québec. On en a eu qui ont été rapportés dans les médias.
c'est environ 40% des éclosions dans ces deux régions-là qui proviennent des milieux de travail. J'aimerais d'abord que vous me précisiez qu'est-ce que c'est un milieu de travail dans ce contexte-là et comment ça se fait qu'on n'ait pas de mesures associées aux zones rouges dans les milieux de travail. Premièrement, il faut comprendre qu'elle peut être associée au milieu de travail, mais provenant de la communauté. Ça, c'est toute la difficulté, hein, parce que quand on est rendu dans une transmission communautaire, on est à la fois à la maison, au travail, puis etc. Imaginons là, que c'est par rapport à une intervention en milieu de soins ou ailleurs qu'on détecte quelqu'un comme étant positif. Là, à savoir, est-ce qu'il est attrapé dans la communauté dans le party de 2 semaines avec son beau-frère ou mais on l'a attrapé dans le milieu. Là, il y a des régions qui vont le mettre, selon l'enquête, s'ils ne sont pas capables de retrouver la source, ils vont l'associer au milieu de travail. Mais dans les faits, il est communautaire. C'est pour ça aussi que les chiffres qu'on vous donne, les catégorisations ne sont pas mutuellement exclusives et peuvent dépendre de la capacité d'aller chercher l'information de façon précise. Mais dans les milieux de travail, il faut comprendre qu'on est en amont. Les consignes sont là. Je veux dire, dans les faits, il ne devrait pas y avoir de transmission intense dans le milieu de travail per se. Je veux dire, très souvent, même les contaminations en milieu de travail se font lors des périodes de dîner, quand les gens ne sont plus à leur bureau, qui sont à 2 mètres les uns des autres, ou quand ils circulent là-bas, ils se retrouvent dans une petite salle ensemble, puis là, ils vont dîner, puis là, tout d'un coup, pouf, ils ne sont pas au travail, ils sont comme dans une famille, comprenez-vous? C'est ça qui devient excessivement difficile. Puis, donc, dans le milieu de travail, on n'a pas acheté de consignes parce que les consignes sont déjà données. Chaque milieu de travail a eu des analyses par rapport à son poste, il y a des guides avec la SNIST, etc. Donc, c'est encadré en milieu de travail. Le problème où c'est pas encadré, c'est surtout dans nos vies sociales. Et même dans un milieu encadré, la période avant de rentrer dans le milieu encadré puis de sortir, c'est comme à l'école, par exemple, les jeunes qui se retrouvent tous en avant de l'école ou à la fin ou le soir en party, ça, c'est pas l'école, c'est le contexte comme tel. Juste une précision avant ma seconde question. Donc, un milieu de travail, ça peut être n'importe... Est-ce que ça pourrait être un commerce? Juste m'assurer de... Oui, ça pourrait être un commerce. Puis ça pourrait être un commerce, je vais vous dire, là, où la seule information qu'on a, c'est que c'est, mettons, quelqu'un qui travaille dans une épicerie et puis on n'a pas trouvé de source ailleurs, mais on s'est rendu compte qu'il y a peut-être eu un autre cas, un ami qui est avec lui, puis ça s'est arrêté là. L'épicerie n'a pas généré des cas dans la communauté ou etc. On peut se souvenir de certaines histoires dans des grandes surfaces où il y a eu des transmissions entre les employés, mais il n'y a jamais eu de cas secondaire associé. Fait que c'est sûr que là, il faut que vous compreniez, là, quand c'est diffus dans la communauté, la transmission, là, ça devient de plus en plus difficile de retracer l'histoire précise. Parce que les gens ne se souviennent plus, ont vécu. Dans les 14 derniers jours, ils n'ont pas été comme dans le confinement. Là. Avant, c'est que tu savais, tu étais sorti à une place, puis c'était tout. Fait que ça devient... C'est pour ça que, quelque part, c'est triste, là, mais il faut frapper fort. Et là, c'est comme... On dit tout le monde à la maison. Et puis là, on diminue le nombre de contacts, puis on va essayer de reprendre le contrôle sur la situation. Pour ma seconde question, M. Legault, j'aimerais revenir sur la mort de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette. Il y a certains groupes, notamment l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador, qui dit déjà que c'est un acte qui relève du racisme systémique. Peut-être pas vous relancer dans tout le débat, là, mais je me demandais, avoir un système ou un réseau de la santé, un hôpital, qui permet de subsister des actes comme ceux-ci, des propos comme ceux-ci, est-ce que ce n'est pas dans la définition du racisme systémique ou du racisme institutionnel? Écoutez, moi, je pense qu'il y a du racisme au Québec. Il faut combattre ce racisme. L'infirmière, ce qu'elle a dit, c'est totalement inacceptable et c'est raciste et elle a été congédiée. Maintenant, de penser que toutes les infirmières ou que tout le système de la santé aurait eu cette réaction-là, tout le monde va dire, ben non. Donc, il y a du racisme au Québec. On a un groupe avec Nadine Giraud et Lionel Carman qui va nous faire des recommandations très concrètes. Puis on va être peut-être le premier gouvernement à poser des gestes, des actions là, pour combattre le racisme. Non, merci. On va passer à l'anglais maintenant. Bien essayé. Philippe Authier de Gazette. Nice try, as we say. Good day. Bonjour. La docteure Drouin a suscité une vague de confusion autour des masques.
Est-ce que les élèves devront le porter dans les cours d'école? Est-ce que vous comptez changer votre politique globale sur le port des masques ou comment, au fond, gérez-vous la coordination? Réponse. Ce que je puisse vous dire, c'est que nous suivons la situation au jour le jour. Je ne dis pas que nous n'allons apporter aucun changement, mais pour l'instant, nous ne changeons pas notre politique. Il y a des hypothèses, s'il y a une transmission importante en milieu scolaire qu'on pourrait prévenir avec certaines mesures, nous procéderons ainsi. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Ce qui est clair, par contre, c'est que quand on pense au masque à moins de 2 mètres, et l'importance de ce geste barrière, ce qui est important pour les plus jeunes à l'école, c'est de ne pas être à moins de 2 mètres les uns des autres. Le problème, c'est que même s'ils portent des masques, ils sont en train de s'étreindre ou de s'embrasser ou de se rapprocher avec une distanciation qui, parfois, s'apparente à 0 mètre, eh bien, c'est ces moments-là qu'il faudrait éviter, cette densité entre les personnes. Question. Cela fait quelques semaines que nous entendons que l'appli Alerte à la COVID du fédéral avait le feu rouge. Au Québec, on ne savait pas quel téléphone pouvait être utilisé, quelle serait la protection des données privées, quelle serait la masse critique pour que cela fonctionne, car il faut au moins 30 à 50 de la population pour que cela fonctionne. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée? Réponse. 2 choses. M. Legault voulait que un certain consensus émerge, car il y avait bien des questions posées lors de la commission sur la protection des données privées. Il fallait clarifier cela avec l'opposition, mais je pense que ces discussions sont importantes. Le deuxième point est le facteur important. Quand on a rencontré notre homologue en Ontario il y a 10 jours, nous leur avons demandé quel était l'avantage de l'appli. Et même s'ils ne sont pas entièrement satisfaits, parce que la préoccupation principale, c'est combien de personnes vont accepter. Non seulement, je crois que c'est facile pour moi de m'enregistrer car je n'ai pas la COVID et je veux savoir si quelqu'un d'autre dans mon entourage est malade. Mais il faut que les gens qui sont malades inscrivent le numéro comme volontaire. Et là, s'il y a beaucoup de gens qui se servent de l'appli, il y a peut-être la possibilité d'être avisé. Donc, fondé sur les discussions avec les Ontariens, nous nous sommes dit, d'accord, on aurait eu une préférence pour avoir une appli québécoise. Nous avons compris que c'était trop long. Nous avons vu de très bons candidats, mais cela prendrait plus de temps. Donc, nous avons pris la décision que nous allions revoir le sujet avec un groupe technique et quand un consensus sera atteint avec les groupes d'opposition, avec les partis d'opposition à Québec, c'est que cela prendra une participation élevée de la population pour qu'on puisse changer la situation, mais il va falloir faire appel à la population. Question. J'aimerais peut-être me référer à la question de M. Autier. Quand on regarde les données scolaires, il y a plus de 1000 cas sur 543 écoles dans 14 régions québécoises. Et comme M. Legault vient de le dire, le fait d'être en contact étroit pour plus de 10 minutes, c'est ce qu'on essaie d'éviter. Voici ma question. Beaucoup de parents se demandent pourquoi ne pas porter le masque dans la salle de classe pour appliquer le maximum de mesures sur le champ. Pourquoi ne pas adopter cette mesure-là? Réponse. Écoutez, cela a fait l'objet de discussions parmi nous et fondé sur nos observations. Nous pensions que ce serait beaucoup de troubles et comment porter le masque pendant 8 heures d'apprentissage en salle de classe. Écoutez, cette recommandation pourrait peut-être être mise en place si nous ne pouvions démontrer, et je ne dis pas qu'il n'y a pas de transmission à l'école, mais il faudrait démontrer qu'il y a une éclosion importante fondée sur la proximité scolaire. Car j'estime, comme je pourrais vous le dire, dans les écoles primaires,
où il y a moins de rencontres, c'est plus facile de contrôler. Si on compare à la 4e, la 5e année ou même au secondaire, je pense que les périodes où les gens se rassemblent sont l'endroit où il faut agir avant d'imposer le masque. En même temps, comme je vous l'ai toujours dit, moi, je vous dis ce qu'on a décidé aujourd'hui. Les choses pourraient changer. Nous allons discuter avec les commissions scolaires et les écoles pour s'assurer qu'ils comprennent la dynamique qui oriente nos décisions. Je ne dis pas que cela ne se passera pas. Je dis que, pour l'instant, cette décision n'a pas été prise. Je pense vraiment que si nous voulons maîtriser les éclosions en milieu scolaire, le facteur le plus important, ce ne sera pas le masque pendant 8 heures, ce qui est très difficile. Ce n'est pas chose facile, mais c'est de s'assurer, madame, que les 2 maîtres soient respectés parce que c'est là que le bas blesse. En fait, en réalité, beaucoup de gens portent les masques sur la bouche uniquement. Essayez de rester 8 heures, même moi, de rester 8 heures le jour avec le masque sur le visage. Quand je suis seul dans mon bureau, j'enlève le masque. Parce que ce n'est pas facile. Mais quand j'ai le risque d'être en contact avec les gens, c'est sûr. Donc, s'ils portent le masque le jour à l'école, mais qu'à midi, ils sortent à la cafétéria puis enlèvent le masque, et à la fin de la journée, ils sont ensemble dans le parc en train de s'étreindre, le masque vaut 0. Réponse. Pardon. Deuxième question. Vous avez dit que nous n'avons pas vu beaucoup d'éclosions dans les écoles. Mais quel est le seuil? On a vu quelques écoles fermer leurs portes ou fermer partiellement leurs portes. À quel moment franchit-on le seuil? Réponse. C'est une décision à être prise localement par l'autorité régionale ou locale de santé. Voire l'école. Beaucoup d'écoles sont fermées non parce qu'il y a un grand nombre de cas, c'est qu'il y a beaucoup de cas dans différentes salles de classe. Et donc, il faut écarter les jeunes pendant 14 jours. Ce n'est pas parce que toute l'école est à risque. Il y a des écoles où il y a des taux de transmission plus élevés et la plupart des fois, je puis vous dire que la contamination était tout probablement à l'extérieur de l'école. C'est dans les collectivités où il y a eu beaucoup de rencontres familiales, par exemple. Quand on fait le retraçage, on le voit. Donc, parfois, c'est plus facile de fermer l'école plutôt que d'avoir la plupart des gens à la maison. Et deuxièmement, quand l'école est fermée à cause d'une éclosion importante, c'est clair. Je ne dis pas que cela n'existe pas, tel que vous l'écrivez, mais ce n'est pas la tendance qui se dégage au Québec. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de répéter en français votre réflexion sur le port du masque dans les écoles, s'il vous plaît. Oui, écoutez, je comprends très bien. Porter un masque pendant 8 heures, c'est excessivement difficile. Hein? Je ne sais pas si vous le savez, mais moi, quand j'ai l'occasion, là, je vous parle, je ne l'ai pas, ça me fait du bien. Si j'aurais le masque dans le visage, ce serait difficile. Quand on va à nos bureaux, qu'on est seul, mais les enfants sont dans la classe tout le temps, donc porter le masque, c'est très difficile. Et le problème actuellement qu'on observe, ce sont les rassemblements des jeunes à l'extérieur du moment de la classe, quand ils sont avant de rentrer dans la classe, sur l'heure du midi, le soir. Et c'est là qu'il faut agir. C'est là que la transmission, il n'y a pas de distanciation, il n'y a pas de masque. Et là, je pense que c'est très différent, à mon avis. Le risque est beaucoup plus grand là qu'au moment où ils sont dans la classe, à distance les uns des autres, d'une façon encadrée. Je vous remercie. Raquel Fletcher, Global News. Good afternoon, everyone. Bonjour à chacun. Monsieur Legault, j'aimerais vous entendre sur ce qui est arrivé à l'hôpital à Joliette. Et si ce n'est pas un exemple de racisme systémique, qu'est-ce qui le serait? Réponse. Avant tout, j'aimerais offrir mes condoléances à la famille. Deuxièmement, ce qui est arrivé est tout à fait inacceptable. Il y aura une enquête, 2 enquêtes en fait. Finalement, l'infirmière ou les infirmières ont agi de façon inacceptable et elle a été congédiée. Je ne crois vraiment pas que nous avons cette façon de
traiter les Autochtones dans nos hôpitaux au Québec. Oui, il y a du racisme au Québec. Nous travaillons là-dessus. Nadine Giroux et Lionel Carman vont déposer des recommandations et nous allons les appliquer. Donc, nous allons agir pour lutter contre le racisme. Pour ma deuxième question, je ne sais pas trop à qui l'adresser, mais manifestement, il y a des questions qui se posent entourant les bibliothèques, par exemple, et les musées, les cinémas doivent fermer leurs portes pendant que les centres commerciaux et les gymnases sont ouverts. Alors, je me demandais pourquoi vous n'êtes pas en mesure de montrer la ventilation de l'origine des cas. Par exemple, combien de cas sont apparus dans les cinémas en comparaison avec ceux dans les bars. Pourquoi on ne pourrait avoir ces données? On peut aller dans un bar, vous avez 3 fois plus de chances d'attraper la COVID ou de vivre l'éclosion par rapport à une bibliothèque. Pourquoi on n'a pas toutes ces données pour qu'on puisse comprendre et voir clairement sur quoi vous vous fondez pour prendre les décisions, à savoir fermer certains endroits et pas d'autres? Réponse. Excellente question. J'aimerais certainement rendre public ces données, mais ce sont des estimés plutôt. Mais nous allons colléger ce que nous avons, que ce soit de bonnes ou de mauvaises idées, et nous allons les partager. C'est que nous voulons émettre un avis de prudence. C'est que quand il y a une transmission importante dans la collectivité, il est de plus en plus difficile à comprendre d'où est venu le virus. Qui est le patient zéro? Cela aurait pu être au travail, dans la détection ou lors d'un repas en famille. C'est pourquoi ces catégories ne sont pas si fixes et il y a une appréciation un peu plus qualitative et pas uniquement chiffrée. Mais pour ma part, je dirais que c'est clair qu'avec le défi que nous vivons, à savoir de stopper cette transmission, il y a parfois des incohérences perceptuelles. En fait, nous sommes en train de pénaliser certains groupes, donc des groupes qui ne sont pas nécessairement la source du problème. C'est que certains ne jouent pas leur rôle. Par conséquent, nous allons partager ces renseignements avec vous. Cela ne fait pas problème, mais la décision est plus complexe qu'uniquement le fait de dire qu'il y a 4 éclosions ici, 10 là-bas. Les éclosions sont différentes. Ce ne sont pas vraiment comparables. Il n'y a que les études à grand déploiement avec beaucoup de systèmes qui pourraient établir des corrélations fiables. Et en colligeant les données, on peut y accéder avec des méthodologies qualitatives, un peu plus sensibles aux distinctions. Mais il y a un peu de discernement qui est nécessaire, mais on pourrait certainement vous partager ces données. Question. Les modèles de l'Ontario montrent un pic à la mi-octobre pour la deuxième vague. Quels sont les modèles que prédisent ou que prédit le modèle québécois à cet égard? Réponse. Nous devons recevoir une analyse à cet égard bientôt, car il y a un nouveau modèle qui est élaboré par Marc Brisson de l'Institut national de santé publique, fondé sur la dynamique de la deuxième vague qui diffère de la première vague. Nous avions beaucoup d'hospitalisations. Maintenant, c'est différent. Il n'y a pas autant d'hospitalisations. Et il faut tenir davantage compte de la distance sociale et des gestes barrières. Ils ont fait beaucoup de sondages pour comprendre quels sont les contacts des gens. Ce modèle est imminent. Dès que je l'obtiens, je pourrai répondre à votre question. Mais nous disons également que ces prévisions, ces prédictions sont fondées sur si nous restons exactement comme on l'est aujourd'hui. Et là, on peut prédire si on va s'améliorer ou s'empirer. Mais même avec un modèle, je ne pourrais pas dire à 100% que ce serait octobre, parce qu'il y a des variations entre-temps, comprenez-vous?
Donc, ce n'est pas une situation statique comme on le prendrait d'aujourd'hui, on pourrait le prédire. De jour en jour, ça change. Question. Mais ce n'est pas une information utile de savoir quand le sommet de la courbe est prévu? Réponse. Nous avons des modèles pour les hospitalisations. Oui, c'est utile. Mais même les prévisionnistes m'ont dit, regardez vos données tous les jours. Et cela change la courbe à l'avenir parce que de jour en jour, ça fait infléchir les courbes. Donc, il est dangereux de penser que ça va être terminé, que ça va commencer à redescendre en octobre. Ce qui est plus important, madame, c'est comment aplanir la courbe. Est-ce qu'on a réussi à l'aplanir? Voilà. Merci. François Legault, Horacio Arruda et Christian Dubé mettent fin à leur conférence de presse qui se tient dorénavant, vous l'avez peut-être remarqué, vous le voyez sur cette image, séparés par des plexiglas. C'est nouveau dans la salle de conférence de presse à l'Assemblée nationale.